Ok, ça y est, ça a l'air de marcher. Je vérifie que c'est tout bon. Oui. J'ai une connexion assez capricieuse. Si jamais ça coupe, comme la dernière fois, je reprendrai la connexion sur mon téléphone où l'écran est moins grand, mais où ça fonctionne un peu mieux. Voilà. Donc, bonjour à tous mes sunshine. Nous sommes là, je suis là, pour vous parler des émotions en relation avec l'enfant intérieur. Donc, le programme aujourd'hui, c'est un petit rappel sur notre fonctionnement lorsque nous vivons une émotion forte, en particulier lorsque nous sommes très jeunes. En quoi la gestion des émotions de nos parents vient impacter notre enfance au-delà du concept de l'éponge que toutes les mamans et que tous les papas connaissent bien. Quels sont les problèmes dans notre relation avec les émotions une fois adultes? Quelles sont les conséquences, bien sûr? Et donc, comment faire pour revenir à ce que j'appelle une homéostasie émotionnelle, c'est-à-dire revenir à un équilibre intérieur. Voilà le programme. Donc, bonjour Oriane. Écoute, oui, je vais mieux. Ça va prendre un peu de temps pour digérer tout ça, mais je fais ce qu'il faut. Donc, je vais quand même prendre le temps de me présenter parce qu'il est possible que des personnes ne me connaissent pas. Donc, mon pseudo sur Facebook, c'est Beija-Flor, qui signifie le colibri en portugais. C'est un pseudo qui m'a été attribué par un maître de capoeira brésilien et que j'ai adopté tout de suite parce qu'il correspond à plusieurs choses pour moi. D'abord, le colibri, c'est le symbole de la Guadeloupe et j'ai des origines guadeloupéennes. Et c'est aussi l'oiseau qui, dans un conte que plusieurs d'entre vous connaissent, j'en suis sûre, qui lors d'un incendie fait sa part en amenant des petites gouttes d'eau dans son bec pour éteindre l'incendie et qui répond aux animaux qui se moquent de lui que lui au moins il fait sa part. Et c'est vraiment comme ça que je conçois mon rôle dans cette vie, dans ce monde, c'est à ma toute petite échelle faire ma part pour essayer de prendre soin du vivant. Et le vivant, c'est les animaux, les plantes, les arbres, la nature, mais aussi les humains. Voilà. Et donc, comment je prends soin du vivant avec les humains? Eh bien, je fais de la sophrologie et je suis coach. Donc, je reçois les personnes qui viennent me voir en cabinet en Savoie. Je fais aussi des séances en visio. Et surtout, le cœur de mon activité, c'est l'enfant intérieur. Et notamment le programme Sunchild, avec qui j'accompagne les personnes qui m'accordent leur confiance vers leur enfant intérieur, vers ses blessures, mais aussi vers ses ressources. Car n'oublions pas que notre enfant intérieur est riche, créatif, imaginatif, plein de joie et d'enthousiasme, et que ce serait dommage de se priver de toutes ces ressources. Voilà, donc avant de passer à la suite, je prends le temps de vous inviter à liker, à commenter, à partager, parce que c'est bon pour moi, bien sûr, mais c'est aussi bon pour les personnes qui sont en recherche et qui pourraient être intéressées par tout ça. Alors, donc la première partie, c'est quel est notre fonctionnement lorsque nous vivons une émotion forte, en particulier lorsque nous sommes très jeunes. Donc, il ne faut pas oublier que le rôle des émotions est primordial parce que quelque part, on pourrait dire qu'elles sont au cœur de notre pouvoir intérieur. Elles nous permettent de gérer nos besoins fondamentaux, nos besoins primordiaux, nos besoins de base, puisqu'elles relayent l'information sur un besoin, une perte, un manque ou un état de satisfaction. Les émotions peuvent être désagréables ou agréables, plutôt que positives ou négatives. Et quoi qu'il en soit, elles ont toute leur utilité parce qu'elles nous donnent l'énergie pour passer à l'action.
Donc pour prendre les émotions de base, la colère, c'est l'énergie qui nous donne de la force. Et là, je pense tout de suite à l'incroyable Hulk qui, lorsqu'on le met en colère, se transforme et ça lui permet de combattre par exemple l'injustice. La tristesse, c'est l'énergie qui nous permet de faire un deuil et de commencer un travail de guérison. Donc moi je suis en plein dans la tristesse en ce moment suite à un événement que j'ai partagé dans un post. Euh, donc voilà, c'est prendre le temps de pleurer et si on ne prend pas ce temps-là de faire ce nettoyage intérieur, on ne peut pas passer à l'étape de guérison. La peur libère une énergie qui vient nous avertir d'un danger et mettre en place ce qui va nous permettre de nous protéger. Et bien sûr, la joie, c'est l'énergie qui indique que tout est harmonieux, tous nos besoins sont satisfaits et que tout va bien. Et donc, si nous ne sommes pas en contact avec nos émotions, d'une certaine manière, nous allons perdre le contact avec une partie de nous-mêmes. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir pour un enfant, quand il est très jeune, on parle de l'âge de raison à partir de 7 ans, donc on va prendre ce repère-là. Mais dans la construction de notre cerveau, la partie qui gère les émotions vient en deuxième. La première partie, c'est le cerveau reptilien qui gère tout ce qui concerne la survie, les réflexes de survie et aussi toutes les fonctions automatiques, on va dire, de notre corps. La circulation sanguine, la respiration, la digestion, la régulation de la température et qui gère également nos réactions face à un danger de manière à ce que nous soyons toujours en vie. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique, celui qui gère les émotions et donc il vient avant la finalisation de notre cerveau par le cortex préfrontal qui gère, lui, le raisonnement, la prise de recul, l'apprentissage aussi. Et donc, ça veut dire qu'un tout petit enfant, quand il est en proie à une émotion, son cerveau n'est pas câblé pour comprendre, accueillir, écouter cette émotion, puisqu'il lui manque la partie du raisonnement. Donc ça, c'est très important à savoir pour comprendre que l'enfant a besoin d'être guidé et accompagné pour accueillir cette émotion et pour comprendre que quand il y a une émotion très forte et notamment une émotion négative, elle est imprimée dans la mémoire émotionnelle et dans la mémoire corporelle sans qu'il y ait eu ce passage à la compréhension. Et donc si on n'a jamais cette compréhension qui vient éclairer ce qui s'est passé, on grandit avec ça et ça a des conséquences. Voilà. Donc, ce qui est intéressant et que je n'ai pas encore abordé dans tous mes lives, c'est en quoi la gestion des émotions de nos parents vient-elle impacter notre enfance. Donc, la première chose, c'est que parfois, quand on est enfant, on a appris qu'exprimer ses émotions, c'est mal. Que, par exemple, pour un petit garçon, je prends des clichés, bien sûr, être triste et pleurer, c'est une preuve de faiblesse. Et donc, il ne faut pas pleurer, il faut être fort. Dans certaines familles, la colère est considérée comme inacceptable, c'est une offense, c'est assimilé à un péché mortel. Et d'ailleurs, dans la Bible, la colère fait partie des péchés. Des péchés. Or, un jeune enfant, on va dire en dessous de 7 ans au moins, a besoin de trouver un miroir, un écho, un espace d'accueil à ce qu'ils vivent pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir l'intégrer. Donc cela signifie que les enfants ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Oui, Oriane, pose ta question et puis je vais essayer d'y répondre. Je te laisse l'écrire. Ah, d'accord. Ce que je dirais, c'est que d'abord là, maintenant, tu n'arrêtes pas de pleurer, mais peut-être que quand tu seras en présence de tes filles,
ce sera différent. Et si c'est le cas, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est mon conseil. Et les enfants, ils ont besoin d'authenticité, de congruence, de voir des adultes qui ne font pas semblant, entre guillemets, qui ne portent pas de masque pour que elles aussi, à leur tour, elles puissent s'autoriser à ne pas porter de masque et à vivre leurs émotions pleinement sans chercher justement à les réprimer parce qu'elles ont eu comme exemple quelqu'un qui réprime sa tristesse et donc elles vont assimiler que peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ce qui peut les traumatiser pour moi, ça sera plutôt de sentir qu'il y a une dissonance, que tu affiches un sourire de convenance alors qu'elles sentent, de toute manière elles vont le sentir, qu'au fond de toi tu es triste. Donc moi, ce que je préconiserais, ça serait de les accueillir tels que tu es. Et si effectivement il y a de la tristesse et que tu pleures, et bien de leur expliquer ce que tu vis. Donc ça veut dire déjà de mettre au clair entre toi et toi d'où vient cette tristesse, de la verbaliser d'une manière qui soit juste, cohérente, entendable par des enfants, de trouver les bons mots. Et puis quand tu seras face à tes filles, et ben tout simplement de leur dire, ben voilà, là je ressens de la tristesse pour telle et telle raison. Je pense que c'est important de vous le dire et de partager ça avec vous et d'être sincère. Commencer pour vous d'entendre ma tristesse et de construire un échange là-dessus. Et je suis sûre qu'une fois que ça sera fait, vous pourrez aussi passer à un partage un peu plus joyeux. Donc merci pour ta question, Oriane. Elle est super importante justement pour la posture du parent quand il vit une émotion. Comment il va servir d'exemple à son enfant sur j'accueille mon émotion au lieu de l'étouffer et de la réprimer. Et comment, par cet exemple, l'enfant va apprendre que toutes les émotions sont, merci à toi Oriane, sont, ont le droit d'exister, tout simplement, comme si nos émotions étaient des petits bonhommes et des petites bonnes femmes qui nous tirent par la manche et au lieu de les envoyer paître, eh bien tout simplement leur dire « Ok, je suis là, je t'écoute, je t'accueille et je vois ce que tu as à me dire. » Voilà. Et donc tout ça, c'est important parce que quand on est parent, on est là pour accueillir l'enfant tel qu'il est et aussi avec sa dimension affective et émotionnelle. Donc, la posture parentale, l'exemple du parent est vraiment crucial. Par exemple, parce que quand un enfant va exprimer la colère, la tristesse, l'agressivité, le parent pourra l'accueillir parce que lui-même a appris à accueillir sa propre tristesse, ses propres émotions négatives, et il ne va pas se sentir déstabilisé par les émotions négatives, on va dire agressantes, de l'enfant. Et donc l'enfant va pouvoir exprimer la jalousie, la rage, la défiance dans un espace parental qui sera rassurant, qui sera clair et aussi qui sera cadré, qui sera structurant. Il ne s'agit en aucun cas d'avoir un enfant qui part dans tous les sens et qui n'a aucun respect de l'espace familial, de l'espace parental, des humains qui sont en face de lui, mais de lui proposer cet espace d'une manière qui soit à la fois ouverte et cadrée. Alors, personne n'a dit que c'était facile. C'est aussi pour ça que ça demande déjà de faire un travail sur soi pour pouvoir être super posé et aligné. Super très posé et pas superposé. Sinon là, j'entends les masques. Et parfois, il y a des bugs. Donc ça, c'est la vie et c'est parfaitement OK. Mais au moins, ça permet à l'enfant de se développer à son rythme sans qu'il se sente obligé de porter un masque, de réprimer ses émotions, de se conformer à des attentes pour être accepté et aimé.
Et donc, de se différencier, de comprendre que les parents aussi vivent des émotions agréables, désagréables, et qu'ils ont droit à l'erreur, de nuancer sa vision du monde. C'est pas tout bon, tout mauvais, et le parent n'est pas un dieu sur terre, c'est un humain avec ses propres limites. Et donc, ça lui permet de s'autoriser tout ça, de devenir lui aussi un humain avec ses propres limites, et donc d'entrer véritablement dans une relation authentique, et donc de permettre l'amour, puisque c'est à partir de là qu'on peut véritablement aimer. Donc, si les parents eux-mêmes, enfants, n'ont pas reçu cet apprentissage, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont se tourner vers l'enfant, parce que c'est lui qui est présent et qui va devenir l'objet de leurs propres besoins émotionnels, affectifs. Pourquoi? Parce que le bébé, il est à disposition, il est totalement dépendant de ses parents, et donc il va tout faire pour protéger son lien avec eux. Il va se mettre à leur entière disposition, il va se centrer sur le parent. Évidemment, c'est un être qui ne va pas quitter les parents, qui peut être contrôlé et qui très spontanément va donner toute son admiration et toute son attention aux parents. Et en plus, de par le concept de l'éponge, l'enfant a cette capacité incroyable de percevoir les besoins des parents. Donc, par amour, à la fois par besoin, par demande d'amour, et puis aussi par amour pour le parent, il va donner à celui-ci ce qu'il réclame, parce que ce parent n'a pas reçu ça quand il était lui-même enfant. Il va le réclamer de manière consciente ou inconsciente. Et donc, en donnant au parent ce dont celui-ci a besoin en termes émotionnels et affectifs, l'enfant va s'auto-rassurer en se disant c'est une très bonne stratégie pour me rendre utile, nécessaire, ne pas être abandonné et donc au bout du compte être aimé, entre guillemets. Sauf que le hic, c'est que quand il fait ça, il s'auto-abandonne. De fait, quand il est dans cette posture, dans cette stratégie de répondre aux besoins du parent, il est abandonné parce qu'il n'y a personne pour lui. L'enfant, en donnant, il se met dans une position où, de fait, il prend soin du parent, mais qui prend soin de lui? Qui est là pour lui? Et donc, plus tard, cet enfant peut donner l'impression d'être un adulte qui a eu une enfance heureuse, il aura probablement réussi, il peut donner l'impression d'être fort, d'être stable, d'être sûr de lui-même, alors qu'au fond, il se sent très vide et il se sent très seul. Donc c'est vraiment important quand on est nous-mêmes parents de transmettre une intelligence émotionnelle par l'exemple. Donc en accueillant ses propres émotions, en accueillant ses propres parties lumineuses et obscures et en étant authentique dans cette relation avec nos propres émotions. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant devient adulte? Quel problème est-ce qu'il peut rencontrer avec les émotions, dans sa propre relation avec les émotions, une fois adulte? Alors, pour rappel, lorsque ça s'est mal passé dans l'enfance, lorsque l'enfant intérieur se construisait, s'il n'a pas eu d'espace sécurisant pour accueillir et apprivoiser ses propres émotions, si il a dû en plus prendre en charge le vide affectif et émotionnel de son parent ou de ses parents, quelque part, c'est une double peine. Oui, c'est juste qu'on ne veut pas faire porter nos souffrances à nos enfants, mais inconsciemment, c'est ce qui se passe de toute manière. Parfois, l'autre parent permet effectivement d'apporter un équilibre, mais c'est aussi là
que vient pour moi la notion de responsabilité au sens où quand on a conscience de ce qui se passe en nous, eh bien du coup on a le choix et on devient responsable de comment je vais faire pour aller voir mes souffrances, pour les guérir, pour justement en transmettre le moins possible, parce à travers nous, il y a aussi tout le transgénérationnel. Donc il n'y a pas que nous, hein. Il ne faut pas non plus qu'on s'inflige euh, tous les malheurs du monde et que enfin, nos enfants se construisent aussi à travers d'autres ressources qu'ils vont trouver avec les amis, avec le reste de la famille, avec d'autres adultes, avec l'école, avec les activités extrascolaires. Donc heureusement qu'on n'est pas la seule et l'unique ressource dans leur construction. Mais en tout cas, ça soulève la question de la responsabilité et de qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas transmettre ou transmettre le moins possible de notre sac à dos à nos enfants. Donc les conséquences et les problèmes, ça peut être donc des adultes qui peuvent avoir l'impression d'avoir eu une enfance équilibrée, sauf que comme ils ont été la personne ressource pour leurs propres parents quand ils étaient enfants, ils étaient en fait aimés pour ce qu'ils faisaient, pour ce qu'ils donnaient, pour leur accomplissement et non pour leur unicité, non pour ce qu'ils étaient pour eux-mêmes. Et donc, ils se sont déconnectés de leurs émotions réelles, véritables, comme la colère, la jalousie, la tristesse, le sentiment de solitude, parce qu'ils n'ont pas été autorisés par ce rôle qu'ils ont assumé auprès de leurs parents à vivre ces émotions. Ils se sont coupés de tout ça. Et donc, ils ont du mal à, à en fait, ils vivent une incapacité à communiquer de manière authentique. Souvent, ils trouvent que les relations sont superficielles, sont futiles, ils ne trouvent pas leur place, ils sont en recherche de liens véritablement humains, profonds et pleins de sens, et c'est difficile. Une autre conséquence, ça peut être l'addiction aux émotions. Donc l'inverse, c'est ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance en nous, donc cette identité sombre, on va dire, cette part sombre de nous-mêmes qui va se nourrir de l'angoisse, de la dépression et qui va être comme euh, une espèce de vampire qu'on abrite à l'intérieur de nous qui va aller chercher cette nourriture émotionnelle mais négative. Je vais répondre à ta question, Oriane. Et une émotion qui nous permet de nous sentir unifiés, c'est la rage. Donc parfois, en fait, à force d'avoir réprimé tout ça, une fois adulte, ce que j'entends des fois, c'est je suis dans la colère, je connaissais pas la colère et maintenant je suis dans la colère, voire dans la rage. Pourquoi? Parce que quand on est dans cette émotion, on se sent enfin unifié et on se sent puissant. On retrouve ce sentiment de puissance qu'on n'avait pas enfant. Et donc, tout se joue avant 6 ans. En fait, euh, il y a beaucoup de pédagogues, de thérapeutes, de psychologues qui reviennent sur cette théorie, tout simplement parce que le cerveau humain est malléable et peut apprendre et se transformer et évoluer, et heureusement, jusqu'au dernier souffle. Donc, moi, je crois beaucoup en on ne peut pas faire mieux que son mieux et le sentiment de culpabilité n'apporte absolument rien, ni aux parents ni à l'enfant. Donc, tu, l'as, tu les as élevés en faisant de ton mieux et on ne peut pas faire du mieux que son mieux. Et parfois, sans mieux, ben, sur une échelle de 0 à 10, c'est 1, parfois c'est 10, parfois c'est 5, parfois c'est 8. Donc, je laisserai tomber cette théorie de tout se joue avant 6 ans parce qu'elle n'aide pas à, à avoir une posture constructive. Un enfant, il a besoin d'avoir un parent
se sent bien dans ses baskets, qui est confiant, qui a ses propres ressources. Et la culpabilité, pour moi, c'est tout l'inverse. Donc, une autre des conséquences aussi, c'est la substitution d'une émotion par une autre. Étant donné que certaines émotions ne sont pas acceptables dans le système familial, l'enfant va y substituer une autre. Par exemple, si la colère n'est pas acceptable, eh ben, il va y substituer de la tristesse. Par exemple, un petit de 3 ans qui fait une crise de colère pour avoir une glace qu'on lui refuse, par exemple, si sa mère, quand elle était enfant, a elle-même appris que la colère était inacceptable parce qu'elle en avait peur, par exemple, des colères de son père, et qu'elle se mettait à pleurer, et que du coup, en pleurant, elle voyait que son père arrêtait d'être en colère et la réconfortait. Ce qu'elle a appris enfant, c'est que quelque part, la tristesse lui donnait un pouvoir. Et donc, quand son enfant, à son tour, fait une crise de colère, elle peut lui entrer dans la tristesse, peut-être même pleurer en lui disant qu'un jour elle sera plus là pour lui et que ceci et que cela. Et donc, créer de la culpabilité chez le petit, qui va passer de la colère à la culpabilité, à la peur de la séparation, à l'angoisse et à la tristesse. Une autre des conséquences, ça sera justement la phobie des émotions et notamment la crainte de la colère, qu'elle soit chez soi ou qu'elle soit chez l'autre. Et enfin, ça peut être aussi l'amplification des émotions parce qu'en force de les réprimer, elles vont exploser et la peur va devenir de l'angoisse et de l'anxiété, la colère va devenir de la rage et la tristesse va devenir de la dépression. Donc, quelles sont les conséquences de tout ça? Eh ben, ça peut être des stratégies comme les addictions à la nourriture, à l'alcool, au travail, au shopping, aux écrans, pour se couper de tout ce qu'on ressent et arriver à continuer à fonctionner. Donc tout ça, ce sont des stratégies de survie. Et là encore, il n'y a aucun jugement à mettre là-dessus, parce qu'au moment où on les met en place, ben, elles sont bonnes pour nous. Elles nous permettent de continuer à exister, tout simplement. Les conséquences, ça peut être toutes ces maladies psychosomatiques, parce que aussi quand on est enfant, on peut se dire que quand on est malade, on prend enfin soin de nous et on peut enfin obtenir de l'attention. Donc la maladie est devenue une autre stratégie pour se sentir exister, se sentir aimé. Ça peut être aussi des maladies qui sont causées par cette répression des émotions qui vont s'empiler au fond de nous et qui vont finir par avoir des répercussions physiologiques, physiques et psychologiques. Donc ça peut être la dépression, ça peut être le burn-out, mais ça peut être aussi des maladies comme le cancer, comme les maladies de peau, comme les maladies cardiovasculaires, comme les maladies auto-immunes. La liste est interminable. Et plus les scientifiques se penchent sur la question, plus ils font le lien entre les émotions, le stress et toutes ces maladies. Ça peut être aussi, bien sûr, des problèmes dans nos relations avec la difficulté à dire non, la difficulté à poser des limites, la dépendance affective et même des relations toxiques. Le terme de pervers narcissique revient fréquemment, mais sans aller jusque dans le phénomène de mode de ce terme-là, eh bien, beaucoup de personnes entrent dans des schémas relationnels dans lesquels elles sont en souffrance. D'accord. Eh ben, merci de le signaler. Donc voilà, là on voit qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui font qu'à un moment il va vraiment falloir trouver une façon de retrouver, comme dans Kung Fu Panda, la paix intérieure, à la fois pour
toi, pour ta santé physique, psychique, émotionnelle et pour ton entourage. Ici, je pense à tes enfants. Donc, ben voilà, ça me fait une transition pour la partie qui vient en fin de ce live, c'est-à-dire comment faire pour revenir à cet équilibre intérieur, à ce que j'ai nommé l'homéostasie émotionnelle. Alors évidemment, il y a beaucoup de solutions, hein. Tous les outils de la sophrologie qui permettent la gestion des émotions, tous les outils du coaching et de ce que moi je connais qui sont les exercices de PNL, de programmation neurolinguistique, où dans ces outils, on va notamment utiliser le corps pour reprogrammer le cerveau, pour revenir à un équilibre émotionnel, puisque si on revient au début de mon live, quand on est enfant, on va d'abord imprimer, garder des mémoires corporelles, cellulaires, si vous voulez, de ces émotions, de ces ressentis, de ces vécus, de ces stratégies qu'on a adoptées pour exister dans le monde de nos parents. Donc, un de ces outils, c'est notamment la respiration, puisque quand on subit une émotion forte, la respiration est modifiée, elle s'accélère, elle monte, elle peut même devenir claviculaire. Et en même temps, c'est une des rares choses qui est à la fois automatique, mais sur laquelle on peut aussi venir travailler. Et c'est pour ça que moi, je trouve que la sophrologie est un outil merveilleux parce qu'elle réunit le corps, la respiration et la visualisation positive. Dans la mesure où tout ce qu'on va suggérer à un cerveau, notamment par les 5 sens, il ne va pas faire la différence, lui, entre la réalité et la suggestion par la visualisation positive. Donc, c'est une bonne façon de travailler. Et puis, bien sûr, les outils du coaching. Donc, c'est aussi pour ça que j'entends souvent que les personnes qui font un travail uniquement psychologique ont le sentiment de tourner en rond, au final de faire du surplace, parce que ce qu'elles me disent, c'est ben oui, d'accord, je parle, mais je n'ai pas d'outils, je n'ai pas de mise en pratique, je n'ai pas de passage à l'action dans le quotidien, et du coup, elles restent, on va dire, frustrées. Alors, est-ce que c'est un travail qu'on peut faire tout seul? Moi, je dirais oui et non. Oui, parce que tous ces outils, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus, ils sont devenus très à la mode pour certains, avec des fois des dénominations plus ou moins obscures et innovantes, alors qu'au bout du compte, il s'agit toujours de la même chose quand on regarde ça de plus près. Et donc, c'est facile d'aller les retrouver sur Internet, dans des livres de développement personnel ou dans la presse. Il y a beaucoup de magazines maintenant qui se penchent sur le sujet. Merci à toi, Oriane, de ta présence et de ton témoignage. Et puis, je dirais, ben non, on ne peut pas y arriver tout seul parce que quand on s'y prend tout seul, déjà, ça prend plus de temps. On tâtonne, on cherche, on essaye un outil, puis un autre. Et puis, au final, tout ça, ça va avoir un coût en temps, en énergie, mais aussi financier parce que dans toutes ces recherches, on fait aussi des dépenses au lieu d'aller directement à la source de quelque chose qui a été testé, approuvé et efficace. Parce qu'aussi, un regard extérieur, c'est super important pour voir ce qui ne va pas et aller directement là où ça fait mal. Parce que comme lorsqu'on cherche à se mettre à la gym ou à perdre du poids, on a des bonnes résolutions au début, on a un élan, mais c'est pas suffisant. Et c'est vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un à ses côtés qui sera bienveillant, mais qui va aussi motiver, accompagner, dynamiser.
Et ça fait partie des éléments qui permettent la réussite. Et puis, c'est aussi ce genre de travail, un travail où on a besoin de poser des mots, d'exprimer des choses dans un espace d'accueil, où ça sera reflété avec bienveillance, où on va avoir un miroir qui va permettre de voir ses ressentis, ses émotions, ce que tu vis dans ton corps, et pour que ce soit validé. Voilà. Et tout ça, ben, c'est ce que j'observe, moi, dans mon accompagnement, dans Sunchild, parce que les personnes que j'accompagne, déjà à mi-parcours, elles observent des changements, elles observent des transformations. Elles sont parfois bluffées par les résultats qu'elles obtiennent. Euh, Elles expriment le fait que ces résultats vont au-delà de leurs attentes. Alors la sophrologie est remboursée par la mutuelle. Donc là, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément remboursée à 100%, mais il y a des mutuelles qui en prennent une partie en charge. Donc ça vaut la peine de se renseigner et de voir ce qui peut être pris en charge par une mutuelle. Donc, moi, j'observe dans ma pratique, dans mes retours, des retours que je partage d'ailleurs de temps en temps sur mon profil Facebook, qu'au bout du compte, c'est vraiment efficace à partir du moment où la personne demande consciemment de l'aide, où elle s'engage, où elle met les outils en pratique dans son quotidien, dans la régularité, et où elle est vraiment impliquée, motivée et déterminée à marcher vers son objectif, sachant que quand on atteint un objectif, il y en a un autre qui se profile à l'horizon et où chaque pas crée un horizon nouveau d'une certaine manière et en même temps on se sent évoluer et ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précieux et qui donne énormément de joie et de satisfaction personnelle. Donc, Oriane, c'est à toi que je dis merci par ta présence, par tes questions, par tes commentaires. À toutes celles et peut-être tous ceux qui prendront le temps de regarder ce live en replay, je dis merci aussi pour leur intérêt, pour leur attention. Et si vous voulez en savoir plus sur ce programme Sunchild, sur ma façon de travailler, sur ce que je propose, vous avez deux possibilités, soit de me contacter directement par MP, et on échangera comme ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Soit en allant voir le lien Calendly sur mon profil pour voir mes disponibilités et prendre rendez-vous pour un entretien gratuit, je le précise parce que la question m'a été posée, pour faire le point et pour voir si on peut vraiment travailler ensemble. Oriane, merci. Merci à vous tous. Je vous souhaite une magnifique journée. Ici, il fait beau et la nature est belle et accueillante. Et je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.